Tout a commencé par la Charente. Quand j'étais enfant, avec ma famille, mon père, ma mère, qui m'ont fait aimer cette nature et qui m'ont fait découvrir. Ça a commencé comme ça. Dès l'âge de 17 ans, j'ai commencé à partir, à aller dans le nord de l'Europe, où il y avait ces grands espaces, parce que c'était trop petit pour moi. La France, le terrain de jeu était trop petit. Il fallait que je voie plus grand, il fallait que je découvre plus. Et puis ensuite, j'ai rencontré des gens comme Nicolas, qui étaient passionnés aussi, et avec qui j'ai fait la plupart des expéditions. D'ailleurs, je les ai partagées avec lui. La plupart des légendes que nous connaissons et qui ont accompagné nos rêves d'enfants ou d'adultes portent le nom d'un seul homme, un héros, le héros. Qu'il soit aventurier, inventeur de génie ou explorateur. Mais le héros est rarement seul pour accomplir ses exploits. Il est entouré d'autres personnes qui, elles, restent dans l'ombre et sans qui rien n'aurait pu se réaliser. C'est l'histoire d'Alain Brénichot, un homme amoureux de la nature qui, par passion, a permis d'ouvrir le passage à de multiples expéditions dans le Grand Nord, telles que certaines aventures de Nicolas Vanier. Il est ce que l'on appelle un pisteur. C'est le grand blanc, la neige partout, et il faut aller d'un point à un autre. Donc le pisteur, il faut il ouvre une piste avec une motoneige. Donc il dame la neige, il aplatit la neige, de façon à ce qu'elle soit compacte. Et avec le gel, cette neige, elle va durcir. Et ça permet aux mushers qui arrivent derrière de tracer très vite, entre 10 et 20 km/h, et d'avancer parfaitement. J'aime ça parce que c'était le premier à passer dans cette immensité et à laisser une trace dans cette immensité. Et tu sais que les chiens vont te suivre derrière, c'est hyper excitant. Et tu passes le premier, tu peux voir des animaux, tu peux voir tout ça. Et ouais. Moi, je vois pas ça comme un métier, non. Je vois ça comme une passion, parce que je m'éclate quand je fais ça. Je me régale, je suis dans mon élément. C'est l'odyssée fantastique de cet homme à travers les pays glacés du nord de la Terre. Aventurier infatigable et modeste, son récit chargé d'émotions et de savoir invite au voyage. La première expédition, ça a été la descente d'une rivière, la rivière Georges, une rivière extraordinaire, qui part du Québec et qui remonte jusqu'à la baie, qui descend jusqu'à la baie d'Ingawa. Une rivière extraordinaire. On a mis à peu près 2 mois et demi pour descendre cette rivière. Et ça a été fantastique. Une rivière avec quand même des rapides assez puissants, jusqu'à R5 infranchissable. Hein. Mais on passait jusqu'au 3, niveau 3, on passait. On a passé une fois 4, mais on n'a pas recommencé. J'ai traversé le Canada, j'ai traversé la Sibérie, j'ai traversé le nord du Québec, j'ai fait une expédition dans le nord de l'Europe. Également Chine, Mongolie. Enfin, toujours dans des pays du Nord. Okay. Ouais. J'ai eu des très très belles rencontres. Des gens que j'ai revus, mais même des gens qui sont venus en France. Je me souviens d'une Indienne qu'on avait rencontrée et qui s'occupait d'enfants.
et qui était un petit peu la directrice d'une école, quoi, indienne, d'un petit village. Et elle est venue en France, on l'a revue, elle est venue nous voir, ouais, c'est très fort. Et puis bien sûr, on communique toujours avec ceux qui ont des moyens de communication. Face à l'environnement sauvage et changeant et aux températures extrêmes qui règnent dans ces régions du monde, le voyage n'est pas sans danger. Seule l'expérience et l'intuition offrent les barrières nécessaires aux accidents. J'ai eu pas mal de coups, de coupures, de blessures, mais jamais de membres cassés ou de choses comme ça. Je suis la bête est solide. Et puis il y a un certain instinct de survie qui se met en place. Tu fais attention quand même, tu prends pas de risques ou tu les calcules. Et tu le fais inconsciemment, hein, de toute façon, parce que tu sais que s'il y a quelque chose, si tu te casses une jambe, c'est fini. Hein. C'est fini, il y a des endroits où on peut... Bon, maintenant, si, il y a les téléphones satellites, il y a tout ça, mais à l'époque, on n'avait pas tout ça. Je me souviens d'un jour, c'est en Sibérie, on était avec les chevaux, et on était en montagne, un terrain hyper accidenté, avec beaucoup de roches, c'est difficile pour les chevaux. Et devant moi, j'avais Volodia avec 3 chevaux. Il était, je sais pas, peut-être 100 mètres devant moi. Et il a un de ses chevaux qui a perdu pied, qui a cassé, parce qu'ils sont attachés entre eux, les chevaux, qui a cassé cette corde. Et le cheval est tombé et s'est mis à rouler comme ça. Tu vois, il descendait, mais il descendait vers moi, et moi j'avais 3 chevaux aussi. J'étais arrêté, il y a une toute petite plateforme. J'étais arrêté et le cheval s'est mis à descendre. Un cheval, ça fait 500-600 kilos quand ça descend. Et quand je l'ai vu arriver, j'ai dit, il va me frapper. Donc j'ai sauté dans le vide. Il y avait une sorte de goulet, comme une cascade. Et je suis descendu en arrière, dans la cascade. Donc... Et le cheval est passé à côté de moi. Et mes chevaux, ils étaient tétanisés, ils n'ont pas bougé. Le cheval est passé à côté d'eux. Et après, il m'a doublé, parce qu'il descendait plus vite que moi. Hein. Et moi, je sais pas, j'ai descendu sur 25 mètres comme ça dans les rochers, sur le dos, et je me suis arrêté dans un arbre. Alors, des bleus partout, pour tout le monde. Hein. Des bleus partout, des petites coupures partout. Moi, je me souviens, j'avais déchiré complètement mes habits, tu vois, avec les rochers. Là, c'est tout. Rien de cassé, un miracle. Et je vois le cheval, il était 400 mètres plus bas, au moins. Il avait tout dévalé. Mais je dis, bon, il faut y aller, il va falloir l'abattre. Ben non. Non, il était coupé partout, il avait des blessures partout, il tremblait. Rien de cassé. Et on a récupéré le cheval. C'est des miracles. Hein. Mais il y en a souvent des miracles en expédition. Puis je sais pas, il y a une espèce d'instinct de survie. Il y a eu dernièrement, là, il y a eu un moment très, très fort aussi. L'hiver, la glace avait mal gelé sur une grosse rivière, la Selenga, et donc elle n'était pas sûre, et on roulait avec un copain donc, pour taper la piste devant. Et on est parti un matin, 7-8 heures, et une demi-heure après, on est passé à travers la glace, qui n'était pas assez épaisse pour nous soutenir. Donc, il y avait 3,50 m d'eau. Donc tout a coulé. Moi, je me suis mis à nager, il y avait du courant, j'avais peur que ça m'emporte sous la glace. Donc ça aussi, ça se passe très très vite, mais tu analyses tout ça, et puis voilà, il faut rester calme. Donc, j'ai nagé là, avec mes 3 paires de gants. Je suis allé au bord, la glace a cassé plusieurs fois. J'arrivais pas à monter, vraiment. Le garçon qui était avec moi, lui, avait réussi à s'éjecter avant. Et il a fait le tour, il s'est étendu. Et là, j'ai pu prendre sa main, mais me hisser tout doucement. Parce que déjà que je suis lourd, mais en plus là, j'avais tout le poids de l'eau, j'avais dans mes poches et tout, dans les habits.
Donc ça aussi, c'est des moments... mais bon, je sais pas, il y avait une tension et surtout une intention de faire ce qu'il fallait, pas d'erreur, calmement, fais ce qu'il faut, parce que là, c'est chaud, chaud. Enfin, c'est froid, mais c'est chaud, chaud. Et voilà, c'est des moments comme ça. Impossible d'évoquer ces expéditions sans parler des animaux. Prédateurs, proies ou alliés fidèles, ils jouent un rôle fondamental à bien des niveaux pour ces aventuriers de l'extrême ainsi que pour les populations locales. La pêche et la chasse, c'était beaucoup de bonheur. Puis là aussi, c'était une passion d'aller pêcher ou chasser et ramener quelque chose. Mais chaque jour, c'était un petit défi ça aussi de faire trouver quelque chose à manger. Ouais. Et puis préparer le repas aussi, parce qu'il faut cuisiner. Là, en principe, c'est toujours moi qui cuisinais. C'est moi qui gérais les plats et tout. Et c'est de l'or, en fin de compte, dans des conditions extrêmes comme ça. C'est de l'or, la bouffe. C'est très important. Avec les Évennes, on a fait toute une transhumance avec eux. Donc on est resté, je sais pas, 2 mois et demi avec eux. Donc on a eu le temps de partager leur quotidien à travers la chasse, la cueillette, leur fonctionnement. Sont des clans. Des grosses familles, en fin de compte, hein, mais c'est très très peu peuplé. Une région comme le Vercors, c'est bon, admettons la France, mais c'est plus grand que la France, c'est sûr. Il y a quoi? Il y a une quinzaine de clans, entre 10 et 30 personnes. C'est hyper enrichissant de les observer, quoi, comme ils fonctionnent, comme ils sont fiers, ils sont beaux sur leurs chevaux, là, c'est extraordinaire. Quand on était en Sibérie la première fois, on est parti avec des vêtements très sophistiqués, élaborés, tout ça. Ben, au bout d'1 mois et demi, on était tout en renne, avec des grosses chaussures en feutre. On nous avait donné du feutre épais comme ça. On taillait à peu près la taille de notre pied et on cousait. Et on se déplaçait avec ces chaussures-là. On n'a jamais eu froid. On dormait dans un sac de couchage qui était en renne, pareil. Bon, on a des poils partout, mais c'est hyper chaud, hyper confortable. Il n'y a rien de mieux. Il n'y en a pas beaucoup d'animaux dangereux, mais il faut se méfier avec certains, notamment les ours bruns. Le grizzly, on appelle le grizzly, il vaut mieux le laisser passer sa route quand on le voit. On ne va pas chercher à rentrer en conflit avec lui. Bon, comme je pêchais du poisson, alors il y avait l'odeur du poisson, donc il faut faire extrêmement attention à tout ça. Donc il faut mettre la nourriture dans un bidon en hauteur avec une corde, on envoie ça sur une branche, on remonte ça. Et les habits qui sont imprégnés d'odeur de nourriture, il ne faut pas les mettre. Et éviter de mettre sa tente dans le passage de l'ours, quoi. Donc il faut pas être... Ils suivent souvent le long des rivières, et donc il vaut mieux se mettre 100 mètres ou 200 mètres de la rivière. Donc voilà, c'est des précautions pour éviter ces rencontres. Si c'est un mâle dominant, si c'est une femelle accompagnée de ses petits, ça peut être extrêmement dangereux. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Un jour, je descendais une rivière, et c'est une période où j'aimais bien faire de la photo animalière, et je venais de photographier des mouflons. Et au loin, sur la rivière, à 400 mètres, je vois 2 têtes qui traversaient la rivière. Donc là, je dis à nous étions 2, je dis à mon camarade, bon allez, vite, on descend, je vais pouvoir faire des photos intéressantes. C'est sûrement d'autres mouflons qui traversent, on va pouvoir s'approcher près, et je vais pouvoir les photographier. On arrive dessus, et là, je me dis, la connerie. Je m'aperçois que c'est 2 petits grizzlies, mais tous des bébés longs comme ça, ils avaient peut-être 15 jours. Et là, je cherche la mère aussitôt, parce que les bébés sont là, où est la mère? Et je tourne la tête à droite, elle est à 40 mètres, et elle sort, elle est en train de s'ébrouer. Elle sort de la rivière. Et les petits sont là, ils jouent, ils sont autour du canot. Ah, je dis, là, ça craint.
Et heureusement, il y avait le vent. On avait le vent vers nous, donc elle ne nous avait pas senti encore. Et elle se retourne, et elle nous voit, deux dans le canot et les petits oursons. Alors là, elle a eu une réaction folle. Elle s'est levée, elle a hurlé. Un grizzly, quand ça s'élève, c'est 3 mètres 50 de haut. Là. Elle a fait 2 charges latérales, et elle nous a foncé dessus. Et là, il y a ça d'eau. Donc, un grizzly, ça court comme un cheval. Hein. Ça va très très vite. Donc là, je gueule aux copains. Puis on commence à ramer comme des malades. Et je la vois qui arrive sur le côté. Je dis, mais c'est fini. Je dis, ah oui, encore une fois, j'ai failli passer là. Et je me dis, c'est fini, c'est fini. Elle va nous tuer, elle va nous couper en morceaux. Elle arrive, elle a 5 mètres du canot. Et je la vois, elle descend comme ça. Elle a plus pied. Elle ne peut plus courir sur le dur. Il y a de l'eau, il y a peut-être 3 mètres ou 4 mètres d'eau. Et donc, elle nage. Et là, je veux dire, on avait tellement mis la patate, nous. On a 2 trouilles. Oh, le canot était comme ça avançait tellement vite. Et là, on arrive, elle est venue à 3 mètres hein, du canot, à peu près. Et là, on ramait comme des malades. On a ramé 10 km sans s'arrêter. 10 km. Et je me souviens, je me retournais tout le temps. Je me retournais tout le temps derrière. J'avais peur qu'elle soit toujours derrière le canot en train de nous poursuivre. Ou alors je regardais la berge, elle ne courait pas le long pour nous attaquer. Ah là 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 là, grand souvenir, grand souvenir. Et je me souviens le soir, on a dormi dans une île qui était au milieu de la rivière. Je ne voulais pas aller ni à gauche ni à droite. Je me suis dit, elle va venir nous embêter ce soir. Voilà, c'était un grand moment d'émotion. C'était au Yukon, donc dans les territoires du Nord-Ouest. Et on a eu une meute de loups qui ne nous a pas lâchés. Moi, je les ai eus même pas à 5-10 mètres autour de la moto. Alors en plus, j'arrivais même pas à les éclairer. Je voyais leurs yeux tout autour. J'avais rien. J'avais une petite hachette comme ça, là. Ils disent, bon, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Alors je sais très bien que les loups n'attaquent jamais un homme, mais je les trouvais quand même très osés. Oh, ben c'est ces loups-là, justement, parce que moi, j'étais parti devant pour taper. Et Nicolas, j'ai vu sa lampe arriver. Moi j'étais plus haut que lui, donc je le voyais arriver dans la vallée. Et les loups, ce qu'ils ont fait, ils sont allés derrière le traîneau. Et les loups l'ont suivi sur des dizaines de kilomètres. Ouais. Il restait à 300 mètres, 300 ou 400 mètres derrière, mais il suivait. Au cas, tu sais, un chien décroche pour le manger, quoi. Ils sont secs, c'est des athlètes. Hein. C'est vraiment des athlètes et ils n'en font qu'une bouchée. Même 3 chiens en bonne santé, même 4 chiens en bonne santé comme ça contre un loup, c'est le loup qui gagne. Hein. Une nuit, j'ai un chien qui a été tué par un loup. Donc le loup est venu, il a tué le chien qui avait une chaîne de 2 mètres et qui était dans sa niche. Le loup l'a tué. Il a réussi à le sortir de son collier. Alors, ça a une force quand même extraordinaire, parce que t'imagines, il a réussi à tirer sur le chien, dans le collier, il l'a emmené, et je l'ai trouvé à 1 kilomètre qui était à moitié mangé par le loup. Et donc j'étais avec des Indiens, et là, il y a un des Indiens qui a tué le loup 15 jours après, qui revenait pour manger un autre chien. Et c'était un vieux loup, il avait pratiquement plus de dents. Donc c'est un loup qui avait été exclu de la meute et qui n'arrivait plus à se nourrir de gibier sauvage. Les chiens de traîneau représentent un élément clé de ces expéditions dans le Grand Nord. Doués de grandes facultés, ils ont chacun un rôle défini au sein de la meute comme dans l'attelage. Ce qui est primordial, déjà dans un attelage, c'est d'avoir 1 ou 2 chiens de tête. Donc un leader. Voilà. C'est le chien ou les chiens qui ont le plus de dressage. On les dresse individuellement. Aller à gauche, aller à droite. Alors nous on employait des termes plus inuits, quoi. C'était G ou Yap à gauche, G à droite. Ou on peut lui apprendre aussi le revient. C'est-à-dire, t'es parti sur une mauvaise direction. C'est assez compliqué de faire demi-tour. Donc,
tu rappelles le chien de tête, il revient sur lui-même, ça se déroule, tu vois, et hop, tu repars dans l'autre sens. Donc ça, là, il y a du travail. Il faut un chien souple. C'est pas forcément le chef de meute, hein. Ça n'a rien à voir. Le chef de meute et le chien de tête sont deux choses complètement différentes. Le chef de meute, c'est le plus fort, qui fait dominer sa loi sur les autres chiens. Et le leader au chien de tête, c'est le plus souple, le plus réceptif. J'aime pas employer le mot intelligent, mais c'est celui qui comprend le mieux les ordres. Voilà. C'est souvent un chien que tu as près de toi et que tu as tendance à le câliner peut-être un peu plus que les autres, mais il ne faut pas trop le montrer parce qu'ils sont très jaloux entre eux. Ce qui est important, c'est les deux chiens qui sont juste devant le traîneau. On appelle ça les wheels. Et ces chiens sont très puissants. Et c'est eux qui font tourner le traîneau ou qui l'empêchent de glisser ou tu comprends, dans les virages ou autre chose. Et les chiens de wheels sont des chiens très forts et qui comprennent bien les ordres aussi ou qu'ils font instinctivement. Voilà. Donc, ce qui est sûr, entre les deux, on met le reste. Il y a des chiens qui vont, par exemple, tirer mieux du côté gauche que du côté droit. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est à toi de le voir et de trouver leur place. Mais ce qui est très important, chien de tête, chien de wheel. Quand on progresse, le chien de tête, il est toujours à l'écoute. Les autres, tu les vois, ils ont les oreilles comme ça en avant un peu. Lui, il a les oreilles légèrement en arrière. Il est à ton écoute. Et pourtant, il ne faut pas tout le temps parler. C'est pas la peine. Ça les abrutit et puis ça leur casse les pieds plus qu'autre chose. Il faut donner un ordre précis quand il faut de temps en temps. Et ça se fait aussitôt. Si on rabâche au chien, c'est pas bon, quoi. Rabâcher 50 fois, il en a marre au bout d'un moment et puis il n'écoute plus. Le chien, il ne répond pas à un ordre pour obéir, elle répond pour te faire plaisir, elle te fait plaisir à travers son action. Aujourd'hui, l'aventure continue, avec de nouveaux projets d'expédition, l'envie de partager et surtout de transmettre aux nouvelles générations sa passion et sa connaissance de la nature. Je peux partir, seul peut-être même, ou avec mon fils. Ça me plairait, ça. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Il est encore petit, mais bon, faut que je tienne le coup encore. Hein. Et ça serait du bonheur, ouais. Partir avec lui. Avec des animaux, je sais pas, chevaux, chiens ou autre chose, et partir à travers cette nature. Là, ça serait le top pour justement transmettre en direct, tu vois, dans des bonnes conditions, tout ce que je respecte, tout ce que j'aime, et ouais, c'est ce que je vais faire, ouais.